Nous allons maintenant étudier les différentes étapes jusqu'à la pâte de cacao. Les fèves et leurs pulpes sont ensuite mises dans des bacs en bois et recouverts de feuilles de banane. À ce moment-là commence la fermentation. La fermentation est une étape cruciale, car c'est à partir de ce moment-là que les fèves vont obtenir leur couleur brune et fixer définitivement l'arôme de cacao. En fait, ce ne sont pas les fèves qui fermentent, mais c'est la pulpe. La fermentation, c'est la transformation de substances organiques sous l'influence d'enzymes, substances protéiniques, qui facilitent ou accroissent une réaction biochimique produite par des micro-organismes. La fermentation est donc un procédé naturel qui dure entre 5 à 8 jours en fonction des fèves. Il y a 3 étapes dans la fermentation. Pendant la première étape, les levures vont transformer le glucose en éthanol et diriger une partie des acides de la pulpe. C'est une fermentation alcoolique. C'est-à-dire que le glucose forme de l'éthanol et du dioxyde de carbone. De plus, nous pouvons observer un dégagement d'énergie. Va ensuite s'ensuivre une fermentation lactique, pendant laquelle 1 mol de glucose donnera 2 mols d'acide lactique C3H6O3. Les fèves sont régulièrement brassées pour qu'il y ait un apport d'air. Les bactéries lactiques vont céder la place aux bactéries acétiques, qui vont transformer l'éthanol en acide éthanoïque. En clair, l'éthanol réagit avec le dioxygène pour former de l'acide éthanoïque, plus de l'eau. Il y a encore une fois un dégagement d'énergie. C'est au cours de cette phase que la fève se colore et que sa peau se durcit. Pendant la fermentation, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. La fermentation est à point quand l'intérieur des fèves, que l'on appelle sang de la fève, est violet et veiné. S'ensuit alors le séchage des fèves. Les fèves sèchent au soleil pendant 8 à 12 jours pour passer de 60 à 6% d'humidité, ce qui permet une meilleure conservation des fèves. C'est également pendant cette étape que l'acide acétique formé lors de la fermentation est éliminé. La technique traditionnelle de séchage consiste à étaler les fèves sur de grandes feuilles de bananier ou, à même le sol, sur des dalles en béton. Elles sont régulièrement retournées à l'aide d'un râteau. En temps de pluie, de grands toits amovibles sont placés au-dessus des fèves. Une autre méthode, plus moderne, consiste à étendre des fèves sur de grandes installations chauffées. Cet usage permet un séchage plus rapide, mais le goût de fumée peut pénétrer dans les fèves, ce qui est une grande lacune sur le plan qualitatif des fèves. Elles sont ensuite nettoyées, calibrées, conditionnées dans des sacs de 60 à 90 kg pour être ensuite exportées. Dès que les fèves arrivent chez le fabricant, elles sont soumises à un contrôle de qualité. Puis intervient la torréfaction. Comme pour le café, les fèves sont grillées à cœur. Le dilemme est de trouver et maîtriser le bon timing. La torréfaction se fait donc entre 100 et 140, selon le type de fève. Cette opération dure de 15 à 35 minutes, selon la torréfaction voulue. Le but de la torréfaction est multiple. Éliminer les acides volatiles, accentuer la couleur, réduire le taux d'humidité, et surtout développer le goût par réaction de Maillard. Lors de cette réaction, acides aminés et sucres réagissent pour produire des substances aromatiques et colorées. C'est cette même réaction qui est responsable, par exemple, des couleurs et arômes de la croûte du pain, des bières. Après la torréfaction, un choc thermique va provoquer le détachement de la coque des fèves. À ce moment-là, on ne parle plus des fèves, mais des noyaux. Les noyaux sont ensuite concassés. Les morceaux obtenus forment le gruet. C'est à ce moment que le chocolatier peut procéder à des mélanges de fèves de différentes origines. Est ensuite laminé, et la rupture des cellules du noyau libérera le beurre de cacao qui, sous la chaleur dégagée par le concassage, va fondre. On obtient ainsi un liquide assez épais,
la pâte de cacao. Cette pâte de cacao contient plus de 50% de beurre de cacao. L'autre moitié est de la poudre de cacao. Deux choix s'offrent alors au fabricant. Soit cette pâte est pressée jusqu'à 500 kg par centimètre carré. Le beurre de cacao s'écoule du pressoir et la poudre pressée forme une sorte de cylindre, le tourteau de cacao. On obtient environ 50% de beurre de cacao et 50% de poudre de cacao maigre. Cette poudre est généralement utilisée pour les boissons cacaotées, mais on peut également l'utiliser dans les tablettes. Néanmoins, cette pratique est rare chez les artisans chocolatiers, mais assez fréquente chez les industriels. La poudre de cacao possède de nombreux tanins, dont un, l'épicathécol, est responsable de sa couleur. Naturellement, la poudre de cacao a un pH entre 5 et 6 et est d'une couleur très claire. Elle est donc généralement traitée chimiquement avec une solution basique de bicarbonate de sodium afin d'augmenter le pH du milieu. C'est l'alcanisation qui a pour effet l'augmentation du pH du milieu et la transformation de la couleur. Pour vérifier cela, nous avons dilué une cuillère à soupe de cacao dans de l'eau. Puis, après avoir homogénéisé la solution, nous ajoutons dans une des solutions de l'eau de javel, le milieu est donc basique, et dans l'autre, du jus de citron. Le milieu est donc acide. Nous pouvons alors élaborer une échelle de teintes. On observe que la couleur de la solution est plus sombre dans un milieu basique et est plus claire dans un milieu acide. La couleur du cacao dépend donc de l'épicathécol et du pH du milieu. L'épicathécol est donc un indicateur coloré de pH. L'alcanisation permet également une meilleure solubilité dans l'eau. L'autre choix qui s'offre aux fabricants est de garder cette pâte de cacao pour la fabrication du chocolat. À cette étape, nous avons donc de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Le fabricant va ensuite rajouter d'autres ingrédients comme du sucre, de la vanille, un émulsifiant et parfois de la poudre de lait selon la sorte de chocolat que l'on désire. Le chocolat noir contient de la pâte de cacao, du sucre, un peu de vanille et une très petite quantité d'émulsifiant. Par exemple, si un chocolat porte la mention 70%, cela signifie que 70% du poids est de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Le reste, soit 30%, c'est du sucre. Le chocolat au lait, lui, contient en plus de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre, de la poudre de lait. Pour le chocolat blanc, c'est différent. Il s'agit uniquement du beurre de cacao, de sucre, de poudre de lait, de vanille et d'un émulsifiant. L'émulsion est un mélange macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène de deux substances liquides non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent normalement pas, comme l'eau et l'huile. Une substance est donc dispersée dans la seconde substance sous forme de petites gouttelettes. Le mélange reste stable grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant. Le plus souvent, on utilise de la lécithine de soja, c'est-à-dire un lipide formé à partir d'une choline, d'un phosphate, d'un glycérol et de deux acides gras. La lécithine possède un pôle hydrophile, la choline et le groupe phosphate, et une queue hydrophobe, les acides gras. Ici, ce sont des acides palmiques et oléiques. Un composé est dit hydrophile lorsqu'il est soluble dans l'eau et hydrophobe lorsqu'il est repoussé par l'eau. La législation européenne fixe des pourcentages minimums de chaque composant du cacao en fonction de leur appellation. Par exemple, un chocolat avec référence de qualité doit avoir plus de composantes sèches du cacao qu'un chocolat sans référence de qualité. Le goût de chocolat peut varier en fonction de deux paramètres. Le rapport entre pâte de cacao et sucre qui influence l'arôme,
ou la quantité de beurre de cacao et de lécithine de soja qui influencent la viscosité du chocolat. Des chocolats peuvent donc avoir le même goût, mais une autre viscosité, en gardant le même rapport entre pâte de cacao et sucre, mais en changeant la quantité de beurre de cacao et de lécithine. Lors de notre visite au musée du chocolat, nous avons acheté du beurre de cacao en vue d'une expérience future. Le but de cette expérience est de montrer que plus il y a de graisse dans le chocolat, moins celui-ci est visqueux. Cette expérience a été réalisée avec un chocolat noir lors de la première partie, et ce même chocolat auquel on a rajouté 20 g de beurre de cacao, donc de la graisse, pour la deuxième partie. Nous pouvons observer, grâce à ce ralenti, qu'effectivement le morceau de métal touche plus rapidement le fond dans le chocolat contenant plus de graisse. Plus la teneur de graisse est élevée, plus la viscosité est faible. De même, la teneur en graisse peut rester inchangée, alors que le goût peut changer. Mais à quoi servent donc exactement chacun de ces composants? La pâte donne la couleur, le goût, et contient déjà une partie du beurre de cacao. Le beurre de cacao donne le brillant, le croquant, et sert surtout à déterminer le point de fusion. Le sucre donne le goût. La vanille et surtout la vanilline participent également à la saveur. Tous ces ingrédients sont broyés par 3 à 8 cylindres à une finesse d'une vingtaine de microns. Cette opération est importante car au-dessus de 20 microns, la langue ne perçoit plus aucun grain, ce qui assure la qualité du chocolat. Le mélange est ensuite brassé dans une conche où, pendant environ 24 heures, la pâte est écrasée contre la paroi et est chauffée entre 50 et 80 degrés. Cela va apporter la fluidité et l'élasticité au chocolat. En outre, l'apport de dioxygène naturel va entraîner la disparition d'arômes indésirables, comme les acides ou les aldéhydes. Après le conchage, on peut enfin parler de chocolat. Ce chocolat, sous forme liquide, va subir une dernière étape avant d'être solidifié, le tempérage. C'est le beurre de cacao qui donne au chocolat son aspect brillant et son croquant, et cela résulte directement de sa structure chimique. Le beurre de cacao est composé de triglycérides et d'acides gras. Les principaux acides gras sont l'acide stéarique, 35% de la famille des acides gras saturés, l'acide palmitique, 24% de la famille des acides gras saturés également, l'acide oléique, 39% de la famille des acides gras monoinsaturés, l'acide linoléique, 35% de la famille des acides gras polyinsaturés. Ces acides gras forment plusieurs combinaisons de triglycérides, comme par exemple le triglycéride POS, palmitique oléique stéarique. De nombreuses combinaisons possibles donnent de nombreuses molécules, et donc des températures de fusion très étalées. Les graisses saturées ont une structure très régulière, formant ainsi un cristal stable et compact, les bêta-cristaux. Néanmoins, le beurre de cacao peut prendre 6 formes différentes, dont seulement 2 sont satisfaisantes pour le chocolat. La particularité du beurre de cacao est que seulement 3 triglycérides composent 80% des graisses totales. La température de fusion est donc étalée dans une zone étroite, entre 34 et 35 degrés Celsius. Il faut donc bien maîtriser la cristallisation. C'est ce qu'on appelle le tempérage. Le tempérage permet d'obtenir un chocolat lisse, brillant et croquant à la fois. Il s'effectue en faisant fondre le chocolat tout en suivant une courbe de température bien précise. De nos jours, ce sont surtout des machines qui tempèrent, mais certains artisans continuent à